Bienvenue à toutes et à tous pour ce débat entre le politologue Jérôme Fourquet et les élus d'intercommunalité de France. Un échange que nous sommes ravis, auquel nous sommes ravis de participer à la Gazette des communes. Il s'agit d'un format nouveau, novateur, c'est-à-dire qu'Intercommunalité de France souhaite confronter le point de vue d'un spécialiste, d'un observateur, d'un agitateur d'idées peut-être, avec le vécu des élus locaux. On a aujourd'hui toute la palette des territoires français parmi nous. Jérôme Fourquet, vous dirigez le département opinion et stratégie d'entreprise de l'IFOP. À la tête de ce département, vous auscultez le pays. Vous êtes un spécialiste de la géographie électorale, formé à l'Institut français de géographie, créé par Yves Lacoste, dirigé longtemps par Béatrice Gibelin. Vous avez publié en 2019 L'Archipel français, dans lequel vous auscultez un certain nombre de fractures, d'archipélisation, le terme est aujourd'hui dans le débat public, sur fond d'écroulement des deux grandes églises, l'Église catholique et puis aussi l'Église rouge, le parti de la classe ouvrière, le PCF. C'est un best-seller qui a dépassé la barre des 100 000 exemplaires, comme celui que vous avez publié à l'automne dernier, La France sous nos yeux, économie, paysage, nouveau mode de vie, un livre que vous avez commis avec un chasseur de tendance, Jean-Laurent Casselli, qui est journaliste chroniqueur. Vous y mettez en évidence une France qui est en train de tourner la page des grandes usines. On verra que c'est peut-être pas tout à fait aussi simple que ça pour céder le pas à la France des plateformes, de la logistique, avec un modèle social qui pose question, un nouveau prolétariat qui apparaît à la faveur du développement de ces entrepôts, de ces plateformes. Vous évoquez aussi ce que vous appelez le modèle de la plaza majoritaire, c'est-à-dire la maison individuelle avec le jardin, le barbecue et parfois même la piscine. Voilà, tout à fait. C'est un modèle qui entre en collision avec un certain nombre de préoccupations écologiques, la lutte contre l'étalement urbain, la voiture, évidemment. On pense à la crise des Gilets jaunes, qui a été alimentée par cette France-là, autant de sujets qui constitueront le plat de résistance de notre échange avec les représentants d'Intercommunalité de France, des élus, je l'ai dit, issus de territoires très, très différents. Sébastien Martin, vous êtes président d'Intercommunalité de France, anciennement connu sous le nom d'Assemblée des communautés de France. Vous avez aussi la casquette de président du Grand Chalon-sur-Saône, je précise, oui. Il faut toujours, du Grand Chalon-sur-Saône, qui est un territoire qui a perdu sa principale usine, une usine Kodak. Et sur ce territoire-là était implantée une plateforme Amazon, mais vous nous direz aussi que vous avez des investisseurs industriels qui viennent sur vos terres. Véronique Pouzadou, vous êtes dans l'Allier, présidente de la communauté de communes, je vais essayer de bien le dire, c'est pas toujours facile, de Saint-Pourçain, Sioule et Limagne, je ne pense pas me tromper, qui est un groupement de 35 000 habitants, à une quarantaine de kilomètres de Clermont-Ferrand dans l'Allier. Et vous défendez le modèle de l'usine à la campagne. Vous avez des ateliers Vuitton dans votre territoire. Patrice Vergrit, vous êtes président de la communauté urbaine de Grand-Dunkerque Littoral, une intercommunauté d'un peu plus de 200 000 habitants. Vous êtes le grand dans tous les sens du terme dans ces débats, un territoire qui, après des chocs sociaux, engage ce que vous appelez une nouvelle révolution industrielle autour de la décarbonation. Nous allons commencer notre échange avec vous, Jérôme Fourquet, avec la question de l'industrie qui a été mise sur la table par la crise sanitaire. On a vu les masques, les surblouses, un certain nombre d'équipements qui manquaient. Paracétamol, oui, un gramme n'est produit en France. Oui, qui manquaient cruellement. On a vu évidemment partir un certain nombre de lignes de production. Désormais, le mot d'ordre d'Emmanuel Macron et de ses challengers à la présidentielle, c'est la réindustrialisation.
mais c'est quand même un mouvement qui se heurte à la réalité des faits. On a encore vu la semaine dernière les chiffres de la balance commerciale, 84,7 milliards de déficit, donc le compte n'y est pas encore. Est-ce que la relocalisation est un peu plus qu'un slogan politique? Est-ce que les élus locaux ici présents ont les moyens de peser dans une économie mondialisée? Autant de questions que je vous pose, pardon, excusez-moi, Jérôme Fourquin. Oui, bonjour à tous. Alors peut-être d'abord quelques éléments de diagnostic pour voir d'où on part, ne serait-ce que sur la période de 2008 à nos jours. Donc 2008, c'est la dernière grande crise économique que le pays a traversée. La France a perdu 940 sites industriels de plus de 50 salariés. Donc on a pris comme fourchette au moins 50, donc c'est salariés, donc c'est des usines de taille petite ou moyenne, mais dans des territoires, notamment de la France rurale ou périurbaine, un site de 50 ou 100 salariés, ça structure quand même pas mal de choses. Donc on en a perdu 940. Et donc ça s'ajoute à tous ceux que nous avions perdus par le passé. L'industrie qui représentait à peu près un quart du PIB national en 1980, aujourd'hui on est tombé à 11 ou 12%. Et comme vous l'avez rappelé, toute une partie de la population est déjà sensible à cette thématique, notamment ceux qui vivaient dans des territoires qui avaient été frappés par ces fermetures de sites. Mais la prise de conscience plus générale a été réactivée par la crise Covid, qui nous a fait toucher du doigt le fait que toute une série de productions n'était plus du tout localisée sur notre territoire. Alors il y avait déjà eu, comme on dit, un certain nombre donneurs d'alerte dans le monde politique. Je pense à quelqu'un comme Arnaud Montebourg en Saône-et-Loire qui avait déjà fait du Made in France un argument politique qu'il avait réussi à mettre dans le débat. Mais aujourd'hui, quand on voit dans les enquêtes d'opinion, bien évidemment, la question du pouvoir d'achat est tout en haut des préoccupations des Français, mais la question de la réindustrialisation ou son corollaire de l'ampleur de la désindustrialisation a été inscrite à l'agenda, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Si l'on veut essayer d'avoir un tableau équilibré, il faut aussi dire que dans la même période, à peu près 400 sites industriels ont été ouverts ou agrandis. Et donc, ce n'est pas un jeu à somme nulle. Et un certain nombre d'expériences dans les territoires présidés par les gens qui sont à cette table sont l'illustration qu'il y a toujours la possibilité, sous certaines conditions, de entreprendre de manière industrielle et industrieuse en France. Alors, certains secteurs, on en parle dans le livre, comme le luxe, n'ont pas attendu ces dernières années pour se déployer, souvent assez silencieusement et discrètement. Ils ouvrent chacun des ateliers, ils appellent ça des ateliers, pas des usines, un peu partout sur le territoire. Alors avec une appétence plus forte pour les endroits qui permettent de mettre en scène cette implantation dans un cadre relativement préservé. On fuit plutôt les grandes métropoles, on est un peu dans la France éternelle. Et donc ce secteur du luxe contribue fortement à la réindustrialisation du pays. On a également des choses qui se passent en matière agroalimentaire. Et puis on peut espérer qu'avec la transition écologique, qui va d'un côté, selon le vieux principe de Schumpeter, la destruction créatrice, d'un côté détruire des emplois industriels, je pense notamment dans la sous-traitance automobile, puisque pour fabriquer des moteurs thermiques, il faut beaucoup plus de composants que des moteurs électriques. Mais on peut penser aussi que la décarbonation de notre économie va se traduire par de nouvelles opportunités industrielles, notamment dans des zones portuaires, avec par exemple dans l'ouest de la France, mais c'est peut-être le cas aussi à Dunkerque, la construction de toute la filière des éoliennes offshore. On voit également dans d'autres territoires se mettre en place de manière plus intensive des structures de recyclage avec une économie circulaire. Et tout ça, on peut espérer que ce soit des emplois qui soient non délocalisables. Donc la messe n'est pas complètement dite, mais il faut être très lucide et conscient sur l'état du diagnostic, c'est-à-dire qu'on part de très très loin et qu'il y a une reconstruction qui va se faire et qui se fera sur une longue période, reconstruction dans laquelle les élus ont un rôle majeur à jouer. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient, je pense qu'ils le sont tous, conscients du côté tout à fait stratégique de l'industrie et faire en sorte que sur les territoires en question, les projets industriels soient les bienvenus, soient accueillis, parce qu'on sait qu'il peut y avoir parfois des réticences d'une partie des populations. Et donc c'est comment on arrive à mener le débat public et à faire en sorte que dans le respect de l'intérêt général, cette réindustrialisation puisse s'opérer
un peu partout dans le territoire, parce que, et je m'arrêterai là, un des autres avantages majeurs de l'industrie, je parle au passé, ou je pourrais parler au présent, c'est qu'elle avait la particularité d'être implantée partout sur le territoire, et pas uniquement sur les endroits les plus peuplés ou économiquement les plus dynamiques. Donc en termes d'équilibre et d'aménagement du territoire, je pense qu'on ne fait pas mieux que l'industrie. Vous le disiez, l'industrie est un modèle intégrateur. Vous, à Châlons, Sébastien Martin, vous avez subi un choc en 2006, je crois, la fermeture de l'usine Kodak. Vous me disiez en préparant cette émission qu'on n'était pas du tout sur le modèle Michelin, c'est-à-dire que c'était pas une entreprise qui essaimait tout le territoire, il n'y avait pas une équipe de basket Kodak, des élus Kodak au conseil municipal. Donc le choc sur le plan symbolique a sans doute été moins fort que dans d'autres territoires. Comment vous l'avez surmonté, ce choc-là? Quand Kodak est parti, on était en face de nous avec une entreprise qui d'abord n'était pas partie après une mort lente au bout de 10, 15, 20 ans, mais une entreprise qui était extrêmement riche, mais en face d'un choc technologique qui est tout simplement, on ne mettra plus des pellicules photo dans les appareils photo parce que demain c'est les appareils photo numériques, parce que c'est le smartphone. Donc finalement ils viennent voir les élus en 2006 en disant dans 2 ans, dans 3 ans, on ne vendra plus de pellicules photo. Donc qu'est-ce qu'on fait? Et à l'époque l'entreprise est extrêmement riche et décide d'être partenaire du territoire. Des élus, l'État, la région, tout le monde se met autour de la table. On dessine à l'époque ce qu'on appelle un contrat de site pour la réindustrialisation du bassin chalonnais. Les salariés sont accompagnés. Le site industriel est réouvert sous la forme d'un campus industriel. Et donc, bon an, mal an. Et en plus, il nous cède une réserve foncière. Et donc, bon an, mal an. Les choses, bien évidemment, aujourd'hui, je préférerais toujours avoir une grosse usine Kodak avec 2500 salariés de chez Kodak. Mais bon an, mal an, aujourd'hui, on est un territoire avec 7% de taux de chômage et d'autres secteurs économiques, y compris industriels d'ailleurs, ont pris le relais. Donc, ce territoire du Grand Châlons, il a en plus eu cette chance d'avoir toujours eu une stratégie assez diversifiée. On n'avait pas que Kodak. On avait Kodak, mais on avait aussi le nucléaire qui, à l'époque, quand Kodak s'en va, le nucléaire, lui, commence à remonter. Par exemple, j'ai 2 sites Framatome qui chacun font 1000 salariés, alors que 20 ans en arrière, chacun faisait 400, 500 salariés maximum. Ils ont doublé les uns et les autres. On a de la plasturgie, on a aussi de la logistique. Mais aujourd'hui, on est considérablement tourné vers l'industrie. Je voudrais juste revenir sur ce qui est intéressant, je trouve plein de choses intéressantes dans le livre de Jérôme Fourquet. Mais ce qui est intéressant sur l'industrie, c'est que non seulement, bien évidemment, vous montrez qu'il y a un enjeu économique, mais il y a aussi un enjeu d'aménagement du territoire et aussi un enjeu social à travers la réindustrialisation du pays. Un enjeu d'aménagement du territoire parce que c'est sans doute un des moyens de rééquilibrer l'aménagement du territoire. On a beaucoup dit le pays s'est métropolisé et je dis que c'est un bien. Que nous ayons des métropoles puissantes dans ce pays, je dis que c'est un bien. Et à côté de ça, nous avons des territoires dits intermédiaires, entre guillemets, qui étaient fortement marqués par l'industrie, qui eux n'ont pas connu la même dynamique. Et l'industrie va leur donner les moyens de reconnaître, d'avoir la même dynamique. Et c'est aussi un enjeu social, parce que finalement, on voit bien aussi l'industrie, et je pense que Patrice pourra en dire un mot, bien évidemment, mais a cette capacité à apporter des niveaux de rémunération, et surtout une grille de progression et de carrière qui est extrêmement intéressante par rapport aux services où finalement on a un peu le sentiment que les gens sont contingentés entre des métiers à faible valeur ajoutée tout en bas et puis quelques métiers en haut, mais entre les deux il n'y a pas grand chose. Et donc du coup la classe moyenne qui se marginalise, comme vous le dites dans votre livre, on le voit, on le sent dans les territoires, et l'industrie va permettre de recréer de la valeur ajoutée dans les territoires, de recréer de la rémunération intéressante pour les salariés, et je pense de recréer une dynamique d'aménagement du territoire aussi. Merci beaucoup Sébastien Martin. Véronique Pousadou, vous êtes donc présidente de la communauté de communes de Saint-Pourçain-Sioule et Limagne. Vous accueillez des ateliers Vuitton dont parlait Jérôme Fourquet. Qu'est-ce qu'achète Louis Vuitton chez vous? Louis Vuitton achète, comme le disait Jérôme Fourquet, un morceau de France, un morceau de France éternelle, un savoir-faire. Comment ça marche chez vous? Certainement, je pense que surtout ce que les marques de luxe achètent, c'est la tranquillité, l'usine à la campagne,
un savoir-faire, une main-d'œuvre qui ne bouge pas, qui se délocalise pas, qu'ils peuvent former en interne. Donc je pense qu'ils cherchent toute cette sécurité du savoir-faire à la française dans nos territoires. Et pour le coup, voilà, la ruralité à 100% sur le Limagne, comme d'autres territoires vraiment ruraux, on apporte cette qualité-là et cette qualité de dialogue qui fait que voilà, on se sent en confiance. Et pour nous, ça a été une réelle chance parce que ça veut dire qu'on a pu faire notre transformation agricole en transformation usine du futur, ou pas usine, atelier du futur, il faut peut-être plus le dire comme ça, et qui a permis à notre population de rester sur place et de trouver du travail, tout simplement. Comment ça fonctionne? Parce que vous évoquiez les salariés, j'allais dire de base, entre guillemets, je mets beaucoup de guillemets, mais comment ça fonctionne pour les cadres? Parce que vous êtes quand même un territoire rural, vous n'avez pas une scène culturelle nationale, un lycée international. Enfin, on sait que les cadres ne sont pas forcément toujours attirés au-delà des espaces verts, de la grande qualité de vie dans votre territoire. Avec beaucoup d'humour, la ruralité. Un cadre peine à venir, il peine à partir. Parce que voilà, il tombe amoureux de nos territoires. C'est vrai que bon, voilà, on est une ruralité qui se veut pas profonde, mais qui se veut préserver. En fait, faut être totalement honnête. Alors après, nous, c'est un travail du quotidien, c'est un travail des élus avec nos chefs d'entreprise. Comment on attire les cadres? Comment on attire le deuxième le conjoint et les enfants? Qu'est-ce qu'on propose au quotidien? Donc c'est vrai, c'est toute cette cellule d'accueil du deuxième travail, de l'école, aussi des aménagements. Et puis donc ça fonctionne. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, avec la transformation, le télétravail et autres, on arrive à des cadres qui arrivent à avoir 2 vies en une semaine, c'est-à-dire la vie en local avec nous et puis après plus retour métropole. Ce que je disais comme problématique, ce que l'on pourrait avoir, nous, c'est parfois ce manque de dialogue avec les métropoles intermédiaires ou autres qui permettraient de pouvoir mieux fixer les choses et permettre à nos populations et aussi à ces cadres-là, voilà, de trouver l'épanouissement qui va bien. Oui, on y reviendra sur la question de l'accès à ces métropoles pour les véhicules anciens et diesel. C'est un problème qui va se poser de manière assez brûlante dans quelques années. Patrice Vergrit, vous êtes président de Grand Dunkerque Littoral, qui était l'un des bastions des 30 Glorieuses, de l'industrie chimique, du modèle traditionnel fordiste. Je parle de l'industrie chimique parce que je crois que vous avez le record de sites Céveso à Oris sur votre territoire, et vous essayez de changer de modèle avec des bonnes nouvelles ces dernières semaines. Oui, bonjour à tous. Tout d'abord, c'est vrai que Dunkerque, dans son histoire, a été rasé au cours de la Seconde Guerre mondiale et a été programmé par l'État pour devenir ce grand bassin industriel français qu'on connaît. Donc c'est vraiment le symbole des 30 Glorieuses, de l'industrie des 30 Glorieuses. 17 sites Céveso aujourd'hui, la sidérurgie sur l'eau, ArcelorMittal Dunkerque aujourd'hui. D'ailleurs, c'est le plus gros émetteur de CO2 en France, qui signifie l'ampleur de la sidérurgie. La plus grande centrale nucléaire d'Europe occidentale, 5,4 gigawatts. Donc vous voyez effectivement l'ampleur du bassin industriel. Ce bassin industriel est rentré en crise dans les années 80. Ce qu'a dit Jérôme Fourquet, j'en ai été le témoin, et même familialement le témoin. Ça a été une période difficile où effectivement on a vu une crise d'une industrie du XXe siècle. À Dunkerque, aujourd'hui, il n'y a plus de raffinerie. Voilà, on est déjà dans le port de l'après-pétrole. On a vu effectivement disparaître une certaine industrie et avec elle des emplois avec de bonnes rémunérations, je partage ce que disait Sébastien, mais aussi qui donnait un statut, une certaine sécurité de l'emploi. Donc c'est vrai que ça a été aussi un enjeu social majeur. Jusqu'à ce que Dunkerque devienne, avec ce statut terrible, de championne de France de la démographie négative, puisqu'évidemment ce déclin industriel s'est traduit par un déclin démographique, voire même sans doute dans la population un début de dépression collective, avec ce sentiment que la ville était en déclin, et était morte, l'industrie était morte. Et puis on rentre dans une nouvelle période, indéniablement. On rentre dans une nouvelle période depuis quelques années, avec plusieurs facteurs qui expliquent
cette renaissance industrielle. Moi, je ne crois pas du tout à la relocalisation de ce qui est parti. Je crois plutôt à de nouvelles filières. C'est-à-dire ces nouvelles filières d'avenir qui vont s'installer dans un nouveau temps de l'industrie, qui est le temps, ça a été dit, de la transition énergétique, de la transition environnementale. Il y a une nouvelle industrie qui émerge, de nouvelles filières d'avenir. Ça a été évoqué à plusieurs reprises, hein, les problématiques énergétiques avec l'éolien offshore qui apparaît, sans doute le nucléaire aujourd'hui, suite à l'annonce du président de la République. Et évidemment, Dunkerque a un énorme atout à jouer. On vient d'être dans l'annonce des 2 EPR récemment. Et puis, les batteries électriques chez nous, l'annonce d'implantation la semaine passée d'une usine Vercor, 2000 emplois à la clé d'ici 2030. On voit ces nouvelles filières d'avenir qui correspondent à un nouveau temps de l'industrie. Et ce que je ressens aussi, c'est cette transition énergétique, cette compréhension au niveau national qu'on est allé peut-être trop loin dans le déclin industriel. À tel point, comme le disait tout à l'heure Jérôme Fourquet, qu'on n'a plus de paracétamol produit en France. Ça veut dire beaucoup de choses. C'est-à-dire, à un moment donné, l'opinion publique, le politique à l'échelle nationale se dit « Oh là, je me mets en danger, je mets notre pays en danger. Et donc, il faut peut-être que je m'intéresse à ces filières d'avenir et que cette fois-ci, je sois compétitif. » Puis la balance commerciale tape à la porte. Donc ça aussi, c'est un enjeu. Et je le vois sur mon territoire, il y a un vrai enjeu d'avenir, de nouveaux emplois qui apparaissent, de nouvelles industries et une nouvelle organisation, j'ai envie de dire, de l'industrie aussi. Une organisation beaucoup plus collective. C'est nettement moins individuel. Quel rôle vous jouez, vous, en tant qu'élu local? Parce que c'est une question quand même importante. Vous avez en face de vous des grands groupes mondialisés, en particulier ArcelorMittal, qui a défrayé la chronique en Lorraine il y a une dizaine d'années. Vous avez la particularité d'être polytechnicien, ingénieur des ponts. J'imagine que ça peut être un atout, cette carte de visite auprès des investisseurs. Parfois, pour parler de CH4 et CO2, ça peut être un atout. En dehors de ça, c'est pas forcément le rôle de l'élu. D'abord, coordinateur. Vous savez, j'ai vécu la mue des industriels. Encore dans les années 2010, les industriels étaient persuadés que leur productivité, leur compétitivité, ils se la construisaient en interne. Depuis, ça a beaucoup changé. Les industriels ont compris qu'en fait, leur compétitivité, leur productivité dépendait du bassin dans lequel ils étaient et des interdépendances avec les industries qu'il y avait autour. Et donc, l'élu est apparu, l'élu local est apparu comme le coordinateur, celui qui met en lien ces industriels. L'économie circulaire. Le VRP, ça vient dans un deuxième temps par rapport aux politiques. Mais celui aussi, dans le cadre d'une économie circulaire, qui va mettre en contact ces industriels, qui va organiser le collectif. Les réseaux de chaleur, aujourd'hui, c'est porté par les collectivités locales, ça devient des éléments compétitifs. L'eau, la problématique de l'eau, c'est un sujet traité par l'intercommunalité, qui va devenir un facteur de compétitivité, et c'est collectif. Donc, d'abord, il y a eu ça. Après, il y a eu la question de la sensibilité aux nouveaux métiers. Aujourd'hui, on a un problème en France, parce qu'autour de la désindustrialisation, on a aussi une image des métiers industriels qui a beaucoup régressé en France. Et or, ce sont des métiers bien payés, ce sont des métiers qui ont considérablement changé en termes de contenu. Moi, quand je vais à ArcelorMittal Dunkerque, ils sont derrière des ordinateurs. Et donc, il faut aussi, en tant qu'élu, réapprendre à la population, redonner le goût à la population de ces métiers industriels et accompagner les formations. Vous souhaitiez dire un mot, oui, Sébastien Martin? Finalement, tout ça, la réindustrialisation, elle ne se fera pas sans une double mobilisation à la fois nationale et des territoires. Je suis convaincu de ça. On vit quand même, depuis le milieu des années 70, on a expliqué à un moment, le discours était que la France allait être une grande économie par les services, elle est même dépassée, certains ont même dit qu'elle allait dépasser l'Allemagne grâce aux services. Bon, on a vu et au tourisme. On a vu le résultat. Les Allemands sont à plus de 20% de l'industrie et nous, comme vous le dites, on est entre 10 et 12. Donc il y a aussi eu pendant des années dans ce pays une certaine forme d'acceptation, il faut dire les choses telles qu'elles sont, d'acceptation de la désindustrialisation. Et puis depuis une dizaine d'années, on s'est rendu compte que le truc marchait pas. Et la crise des Gilets jaunes, vous l'avez montré dans le livre, elle a été l'émergence de ça. Finalement, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais il y a eu cette prise de conscience et il y a des politiques qui se mettent en place sur les territoires. Et quand je dis qu'il faut cette double mobilisation, donc le discours national qui croit en l'industrie et les territoires qui arrivent à s'organiser
pour faire part à leur bassin de population que l'industrie est un avenir. Parce que, un peu comme le dit Patrice, on n'attirera personne dans les filières de formation autour de l'industrie si nous-mêmes, nous ne sommes pas vecteurs d'un discours extrêmement positif et volontariste autour de l'industrie, que nous ne mettons pas en place ce qui va bien pour l'eau, l'énergie, pour tout ce qui va avec. C'est la raison qui nous amène, d'ailleurs, Intercommunauté de France, à dire que France 2030, demain, ne doit pas être comme tous les grands plans d'investissement d'avenir qui se sont faits ces dernières années, avec des appels à projets nationaux descendants qui vont intéresser essentiellement les grands groupes, mais bien s'appuyer sur la logique des territoires et de territoires d'industrie qui mobilisent les territoires industriels et élus autour de ces enjeux-là. Et il y a l'enjeu de la formation, mais on y reviendra plus tard. Je ne crois pas qu'on réindustrialisera le pays si on ne rapproche pas des sites de production, des lieux de formation et d'enseignement supérieur jusqu'au niveau Bac plus 5. On ne peut pas se contenter aujourd'hui du Bac plus 2. Vous l'avez dit, maintenant la porte d'entrée, dans notre livre, c'est Bac plus 3 la porte d'entrée. Ouais. Donc on doit avoir dans ces territoires des niveaux licence et des niveaux master pour accompagner la montée en gamme de l'industrie. Jérôme Fourquet, on le constate aujourd'hui, il y a un changement d'état d'esprit sur ces questions industrielles. Oui, il y a une prise de conscience effectivement de la gravité des conséquences de cette désindustrialisation. Il y a aussi sans doute et c'est intéressant, un changement idéologique qui s'est opéré parce que, comme vous le disiez, on a laissé faire la désindustrialisation. Complètement. En se disant que soit notre avenir radieux, c'était le tourisme, et c'est très bien, et les services, mais aussi que c'était une espèce de loi historique. On avait dit adieu à l'agriculture, et ensuite il y avait le nouveau temps, adieu à l'industrie, et on passait à autre chose. Rappelez-vous qu'en 2000, Serge Turuc, qui était le patron de la compagnie, l'ancienne compagnie générale d'électricité, excusez du peu, quand même un fleuron industriel français, avait théorisé le fameux fabless, c'est-à-dire l'entreprise sans usine, en disant toute la valeur ajoutée aujourd'hui elle est dans le marketing et les centres de recherche, et nous on n'a plus besoin, tout ça c'est ringard, ça pollue. Il s'est passé aussi des choses. En 2001 c'est le drame de l'usine AZF à Toulouse, et donc il n'y a pas fait de la publicité pour une certaine industrie. Récemment on a eu Lubrizol à Rouen, donc il y avait tout ce discours en disant que c'était ringard, c'était démodé, c'était dangereux, c'est un autre temps. On a vu aussi comment décideurs publics et privés communiait dans cette vision des choses-là. C'est-à-dire que, au tournant des années 2000, le ministère de l'Industrie cesse d'être un ministère de plein exercice, un secrétariat d'État qui est rattaché au ministère de l'Économie. On voit comment, progressivement, alors qu'en début des années 80, dans les grandes écoles, il y avait beaucoup plus d'étudiants en école d'ingénieur qu'en école de commerce, que le ratio s'est inversé progressivement. Quand les ingénieurs n'en vont pas aussi pour une part de plus en plus importante dans les services et pas dans l'industrie. Beaucoup de gens de Polytechnique qui ont fini élus de l'autre du côté obscur de la force. De l'autre côté de la Manche, à Londres, à la City par exemple. Donc il y a eu tout ça. Et je suis tout à fait d'accord avec l'idée que c'était quand même une bataille d'imaginaire qui s'est aussi jouée en disant que tout ça c'était encore une fois l'ancien monde, que tout ça c'était vétuste, que c'était polluant, que c'était dangereux, et que l'avenir, encore une fois, l'avenir radieux était ailleurs. Et je pense que le discours, le regard est en train de changer, mais encore une fois, attention, on part de très très loin, il va falloir reconstruire les choses. Ce qui était dit tout à l'heure sur l'implantation de Vuitton dans un certain nombre de territoires, ils cherchent le cadre de vie agréable, la belle photo, une main-d'œuvre travailleuse, des élus compréhensifs, mais également souvent les restes d'une culture métier traditionnel. C'est-à-dire qu'il y avait le travail du cuir à tel endroit, il y avait le travail de la chaussure ou la ganterie ou dans d'autres endroits, mais dans de nombreux territoires, tout ça a été perdu. C'est-à-dire que les centres de formation ont disparu. On parle beaucoup aujourd'hui de recréer une filière textile. On nous dit il y a toute une série de savoir-faire métiers, maintenir en l'état les métiers à tisser, etc., etc. Tout ça, plus personne ne sait le faire aujourd'hui. Et donc c'est pour ça que des initiatives et des collectifs comme Territoire d'Industrie sont extrêmement précieux pour faire l'inventaire de ce qui reste et essayer de flécher les projets
vers ces territoires en question. Je voudrais évoquer une minute avec vous les territoires qui ne sont pas présents aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez un territoire qui se situe un peu, je dirais, à la jointure entre l'industrie et ce qu'on pourrait appeler la carte et le territoire. Enfin, c'est un mariage entre les deux. Vous, à Châlons et à Dunkerque, vous êtes des territoires d'ancienne industrie avec différents secteurs représentés, mais il y a aussi des territoires de mono-industrie qui, pour le coup, ont quand même pris de plein fouet la crise depuis les années 60-70. Je pense au bassin minier dans le Pas-de-Calais, à la sidérurgie lorraine. Est-ce qu'il y a une vie après l'industrie pour ces territoires-là? Alors, il peut y en avoir. Après, vous avez différents cas de figure. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a comme planche de rebond ou comme planche de salut? Soit on est à proximité immédiate d'une grande métropole. Alors, je prends un exemple très typé, mais on a fermé Renault-Billancourt en 92. 12 jours après, on ouvrait Euro Disney. Bon, mais Billancourt, c'était aux portes de Paris. Donc là, il y avait Vous pas... citez dans votre livre le parc Schtroumpf aussi, voilà, en Lorraine. Le parc Schtroumpf, qui est sur les ruines d'un ancien laminoir. Donc soit on est à côté d'une grande métropole, et donc on peut être dans l'orbite de cette métropole et s'en sortir. Soit on est à proximité d'un littoral ou dans une zone touristiquement attractive, et donc on peut envisager une reconversion bien plutôt dans cette économie résidentielle et tertiaire. Soit on est aussi sur des axes de communication nouveaux, alors qui sont plus ceux de l'industrie du XXe siècle, c'est-à-dire avec une France qui était dessinée par le rail, mais on est à proximité d'un nœud autoroutier. Et donc là, on peut éventuellement jouer la carte de la logistique avec ce que nous avons appelé dans le livre, nous, la France Amazon. Et puis si vous êtes dans aucune de ces cases, et ben là, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, vous avez parlé de certains territoires en Lorraine, on pourrait parler des Ardennes, on pourrait parler bien évidemment d'une partie du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, ou d'autres anciens vieux bassins miniers, je pense par exemple à Decazeville, à Alès ou autres, où là, Carmaux, où là on est dans des endroits où c'est plus compliqué. Alors, vous évoquiez... non mais je suis un petit peu plus optimiste, entre guillemets. Parce que les acteurs économiques, ils s'adaptent. Et si l'enjeu est de ramener la France à un niveau industriel auquel il doit être, c'est-à-dire à peu près l'équivalent des Allemands, la marche, elle est énorme. Ça veut dire qu'il faut multiplier par 2. C'est simple que ça, passer de 10 à 20. Donc il faut multiplier par 2. Beaucoup de territoires aujourd'hui, d'abord certains, n'ont plus la culture industrielle, premièrement. Deuxièmement, d'autres ont encore la culture industrielle, se développent bien et arrivent à des niveaux de chômage qui sont proches du plein emploi. Je ne suis pas encore au plein emploi, je suis à 7%. Il y a des territoires où on sait produire encore et où on est au plein emploi à 4,5%. La Vendée. Exemple la Vendée. Donc où est-ce que demain, si vraiment on doit multiplier par 2 la part de l'industrie dans notre PIB, où est-ce qu'on va le faire? On le fera dans les territoires où il y a de la main-d'œuvre et où on a conservé encore quelques savoir-faire industriels. Et ça sera sans doute dans ces territoires. Ça sera long, ça sera difficile, mais le rôle qu'auront à jouer les pouvoirs publics en la matière, parce qu'une fois encore, la marche, elle est énorme, multipliée par 2, il faut se rendre compte de ce que cela veut dire quand même dans notre pays. C'est un peu équivalent, le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on reconstruit tout. Donc, où est-ce qu'on va pouvoir le faire? Ce sont dans ces territoires qui ont une histoire industrielle et qui ont, en plus de la possibilité foncière, de la disponibilité foncière. Parce que ce n'est pas dans les métropoles aujourd'hui qu'on trouve de la disponibilité foncière, ni de la disponibilité en matière de main-d'œuvre. Et là, je pense que les élus ont un rôle extrêmement important et que l'État, un peu stratège, a un rôle aussi extrêmement important. Jérôme Fourquet, vous évoquiez dans votre livre le cas de l'usine de sèche-linge Whirlpool à Amiens, usine dans la ville natale du chef de l'État qui avait défrayé la chronique entre les deux tours de la présidentielle. Elle était vraiment au cœur du mano à mano entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Cette usine, hélas, a fermé. À quelques kilomètres de là, une plateforme Amazon a été implantée. Est-ce que c'est un modèle qu'on retrouve dans un certain nombre de villes? Vous citez des chiffres quand même assez impressionnants. On a 1,7 million, je vais y arriver, de Français qui travaillent dans ce secteur de la logistique. C'est évidemment lié à l'explosion du commerce en ligne, 130 milliards en 2021. Oui, alors ça a été une des
un des moteurs, les acteurs économiques s'adaptant, ça a été un des moteurs de substitution. Après l'industrie, c'était la thèse qu'on défend dans le livre, c'est qu'on est passé d'une économie de la production à une économie de la consommation. Et donc il y a deux grands secteurs dans la consommation. Il y a la grande distribution qui, on cite Intermarché, 300 magasins en 1980, 1850 aujourd'hui. Donc ça a changé la physionomie et les paysages de tous vos territoires respectifs. Parce qu'aujourd'hui, des trentenaires ont toujours vécu avec une zone commerciale de périphérie, mais il y a 40 ans, ça n'existait pas. Donc il y a la grande distribution et le secteur de la logistique, alors soit pour approvisionner ces zones commerciales, soit aussi pour maintenant de plus en plus faire le commerce en ligne et la livraison à domicile. Donc vous avez cité l'exemple d'Amiens, mais on pourrait prendre une région plus large, par exemple la vallée de la Seine, entre Le Havre, Rouen et j'allais dire Mantes-la-Jolie. Qu'on appelait la vallée de l'automobile. La vallée de l'automobile, alors il y avait également de la plasturgie, de la chimie, etc., où il reste encore une emprise industrielle importante, mais elle a considérablement régressé. Et on est là aujourd'hui sur des endroits où on cumule plusieurs avantages, c'est-à-dire qu'on a une réserve foncière, on a de la main-d'œuvre à employer, et on est à proximité immédiate d'un des premiers bassins de consommation européens, c'est la région parisienne, et à mi-chemin avec un des premiers ports, le premier port container français, qui est le port du Havre. Donc là, vous avez tous les ingrédients pour développer la logistique. Et on voit même à l'œil nu, quand on se promène dans cette région-là, cette économie de la logistique est en train de monter en puissance, c'est-à-dire que l'entrepôt a remplacé l'usine. Vous écrivez dans votre livre que la logistique emploie 4 fois plus de salariés que l'industrie automobile, mais est-ce que c'est un modèle social intégrateur, parce qu'il s'agit quand même souvent d'emplois précaires? Alors, il y a différents cas de figure, hein, puisque de la même manière, dans l'industrie automobile, il y avait des cultures patronales et d'entreprises qui étaient différentes entre la régie Renault, Michelin, Peugeot. Être syndicaliste dans ces trois groupes, c'était pas forcément toujours la même chose. Donc, dans la logistique, c'est pareil. Toutes n'ont pas la même logique, mais d'après ce qu'on peut voir, on a quand même une échelle des métiers qui est quand même moins diversifiée que dans l'industrie. Avec des possibilités de progression de carrière qui sont plus limitées. Et puis, on a une autre spécificité de ces secteurs de la logistique, ce sont des secteurs où il y a peu de gains de productivité envisageables. Alors, on peut tout automatiser, ce que certains grands groupes sont en train de faire, mais sinon, il y a peu de gains de productivité, contrairement à l'industrie. Et qui dit peu de gains de productivité, dit un dialogue social qui est quand même beaucoup plus contraint, parce que l'employeur n'est pas... forcément en capacité de lâcher. Il n'y a pas de grain à moudre, comme on aurait dit, où il y a moins de grain à moudre dans la logistique que dans l'industrie historique. Et on voit aussi que la présence syndicale est quand même moins forte. Et donc ça crée aussi des cultures politiques, des cultures sociales qui sont différentes de celles que nous avions connues précédemment. Mais encore une fois, j'adhère à cette idée d'un temps nouveau. Cette histoire est aussi en train de s'écrire sous nos yeux. Donc on en a là les prémices et on verra comment les choses vont évoluer. C'est le titre de votre livre d'ailleurs, La France sous nos yeux. C'est Sébastien Martin, donc vous avez favorisé au Grand Chalon l'implantation d'une plateforme Amazon, mais vous me disiez que... non, je vous laisserai répondre. Vous me disiez en préparant cette émission que vous souhaitiez aussi garder un certain nombre de réserves foncières. Vous avez beaucoup de sollicitations parce que vous êtes sur les grands axes, près du couloir rhodanien, des grosses sollicitations évidemment d'entreprises logistiques, mais vous souhaitez garder quand même des réserves foncières pour l'industrie, qui est quand même un modèle qui apporte plus de valeur ajoutée, de croissance pour un territoire comme le vôtre. Amazon s'est installé en 2012, j'étais pas élu. Oui, bien sûr. Par contre, ils se sont installés dans un bâtiment logistique qui existait et qui était libre de toute occupation. C'est pour ça d'ailleurs que ça a pu se faire aussi... C'était pas à la place de l'usine Kodak. Voilà. C'était pas à la place d'une usine, en tout cas. Et c'est très bien, ils sont ici et les choses se passent bien. Par contre, je crois que le message qu'on peut adresser aujourd'hui aux élus, c'est que nous avons la possibilité de décider. Il y a quelques années en arrière, c'est certain, il y avait tellement peu de projets... On prenait tout ce qui passait. Ouais. Exactement. Il y avait tellement peu de projets
que c'était un peu ça, on prenait tout ce qui passait, et comme la logistique avait le vent en poupe, eh bien on prenait les bâtiments logistiques. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de mieux maîtriser notre destin, de mieux maîtriser les secteurs économiques que l'on souhaite voir présents sur nos territoires. Et il ne faut pas céder aux sirènes un peu faciles, surtout que très souvent ceux qui viennent nous voir ne sont pas les logisticiens. Ceux qui viennent nous voir sont des investisseurs qui viennent construire des boîtes, vous disent que dedans vous allez avoir la base logistique de Louis Vuitton, d'Hermès, de très belles marques, de L'Oréal et tout ça, qu'en réalité ils n'en savent rien, et que par contre ils veulent prendre possession sur votre foncier, construire une boîte, et puis 10 ans plus tard, de toute façon, une fois qu'ils auront eu le retour sur investissement parce qu'ils auront loué la boîte pendant 10 ans, ils en construiront une autre à côté. Donc je crois qu'aujourd'hui, nous avons cette capacité, il ne faut plus brader le foncier, il faut maîtriser les prix du foncier parce qu'avec le zéro artificialisation net qui va arriver juste derrière, ça va devenir un enjeu et on a les moyens pour peu qu'on s'organise pour. Il faut s'organiser pour, il faut avoir des directions du développement économique un peu structurées pour le faire. On a les moyens d'un peu plus maîtriser notre destin. Véronique Bouzadou, quelles sont les conséquences sur un territoire comme le vôtre de l'explosion du commerce en ligne? Parce que c'est tout le paradoxe, le commerce en ligne peut aussi favoriser le maintien du petit commerce, d'un bar PMU, d'un pressing où on va retirer ses paquets. Moi, plusieurs réflexions en fait. Il est sûr que le commerce en ligne favorise le commerce de proximité. Nous, on le voit dans des communes comme chez moi, 5800 habitants à Ghana. Le petit pressing, le bar tabac, la poste aussi. Et ben, les colis ont doublé, enfin ils le disent, ça double, ça fait du flux. Et comme ça fait du flux, ben, en attendant, on fait autre chose en même temps, on va déposer ses habits et autres. Donc ça le maintient. Après, nous, on a la chance d'avoir sur notre territoire une entreprise de commerce en ligne, ça s'appelle pêcheur.com. Donc c'est le leader français pêche-chasse. Donc centre de logistique sur Ghana, 50 salariés. Et ben, ça revient, ça repart. Mais j'ai envie de dire, c'est du petit modèle qui fonctionne bien. On n'est pas dans des grandes séries comme Amazon, on est sur du bon modèle, 50 salariés. On est d'autant plus sur du bon modèle que le commerce en ligne, ça peut avoir une chance. Je prends à côté de ça une entreprise qui s'appelle les Bougies de Charroux, à 10 km, tout en produit local de bougies, je fais ma pub en même temps, mais néanmoins qui se sert de la base logistique de pêcheur.com. Et là, c'est une alliance de 2 entreprises locales territoriales, à petite échelle, qui fonctionnent, qui ne passent pas forcément par les gros, mais qui permet de continuer à structurer le territoire. Donc il y a des belles choses qui peuvent quand même se passer. Et pour terminer, entre guillemets, à écouter mes collègues sur l'industrialisation, c'est là où on sent qu'on n'est pas dans le même développement territorial. Moi, j'ai quand même une petite peur, même si la marche, elle est haute à monter, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'au niveau national, et c'est bien normal, on veut réindustrialiser là où il y a eu de l'industrie, là où il y a eu des friches. Et moi, mon message d'alerte, c'est de dire aussi que... Alors, il faut le faire, et puis on ne joue pas dans la même cour. Mais je ne souhaiterais pas que les territoires ruraux, un peu préservés, où on a les ateliers à la campagne comme les nôtres, soient aussi les parents pauvres et que on nous interdise complètement d'avoir du développement structuré et structurant. Pas la grande plateforme, mais la petite usine qui va bien, qui va finir de structurer le territoire. Et avec la non-artificialisation des sols et les grands sites à réindustrialiser, voilà, il faut faire attention sur nous, petits territoires ruraux, où voilà, on a aussi une petite épingle du jeu à sortir qui peut apporter au pays. Merci beaucoup Véronique Bouzadou. Patrice Vergrit, à Dunkerque, vous êtes évidemment un port avec beaucoup de conteneurs qui arrivent sur le marché français, une révolution qui a eu du mal à être menée dans un premier temps, mais vous me disiez que Dunkerque est devenu le leader de la banane. Il y a des gros entrepôts logistiques de bananes qui emploient, je crois, 500 salariés, je crois, chez vous. Oui, c'est ça. En fait, le port de Dunkerque a un peu raté la révolution du conteneur dans les années 90. Il a privilégié une stratégie industrielle et un peu industrielle déclinante à l'époque, tant et si bien qu'il est resté le nain par rapport à Anvers et Rotterdam du conteneur. Et donc, le conteneur est directement lié à la logistique. On dit souvent 1 million de conteneurs, c'est 6 000 emplois dans la logistique. C'est le chiffre qui est pris par les autorités portuaires. Et donc, on a souhaité diversifier l'économie dunkerquoise, ne pas rester que sur l'industrie, diversifier dans le tourisme, diversifier dans le cinéma,
on en parlait en aparté, mais diversifié aussi dans la logistique, évidemment. Et donc, le choix du développement du conteneur s'est opéré au cours des 10 dernières années, avec un certain succès, puisqu'on a multiplié par 3 le nombre de conteneurs depuis 10 ans, et que le port de Dunkerque va vers son million de conteneurs tranquillement dans les 3 à 4 ans qui viennent. Donc derrière, des emplois de la logistique. Et quand vous achetez une banane des Antilles, il y a un Dunkerquois qui l'a touché. Ça fait vivre 500 familles, effectivement, à Dunkerque, mais c'est pas que la banane, parce que le port de Dunkerque est très fort sur les produits à température dirigée, notamment produits froids. Donc c'est vrai pour les mangues, c'est vrai pour beaucoup de fruits, c'est vrai pour les crustacés. Et donc on a eu le développement d'entrepôts logistiques, notamment froids. Alors moi je partage le constat de Jérôme Fourquet sur le statut social et le contenu en emploi. C'est-à-dire qu'on est là sur de l'emploi précaire, avec un très gros turnover, des rémunérations beaucoup plus faibles que dans l'industrie. Après, quelle est la part de l'emploi subi et qui génère de vrais problèmes sociaux, et la part aussi d'un turnover assumé par une partie de la population qui n'est plus forcément à une période de sa vie à la recherche d'un emploi stable, parce que c'est plus jeune, parce qu'il y a la volonté de bouger, il y a la volonté... Et on vient prendre à un moment donné pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, un emploi dans la logistique. C'est difficile à dire aujourd'hui. En fait, on est dans une évolution des modes de vie et la logistique en témoigne, avec Amazon et tout ce qui va derrière. Tout ça s'adapte. Mine de rien, l'OS dans les années 50 qui fixait les boulons sur les voitures, c'était pas terrible non plus, en termes de précarité du travail et puis contenu aussi du travail et qualification. On est un peu là dans la logistique, j'ai l'impression, aujourd'hui, mais c'est difficile avec l'évolution des modes de vie de voir la conséquence sociologique de tout ça, c'est-à-dire finalement quelle culture sociale ça génère derrière. Ça, je le vois nettement moi. En tout cas, on est quand même content de pouvoir développer ce type d'emploi. N'oublions pas que l'industrie aujourd'hui, c'est plus les moins qualifiés. Et donc aujourd'hui, ils vont dans le tourisme, ils vont dans la logistique pour essayer de trouver des emplois. Et on est aussi content de pouvoir offrir des emplois à des gens qui sont un peu moins diplômés, un peu moins qualifiés sur le territoire dunkerquois. Et je pense que c'est aussi une nécessité. Jérôme Fourquet, sur ce modèle social à créer, enfin, je ne sais pas s'il pourrait y avoir un modèle social, parce que c'est quand même un secteur qui arrive en bout de chaîne avec très très peu d'emplois qualifiés finalement. Oui, mais alors il y aura fatalement une culture qui va émerger, qui va être générée dans ces endroits. Est-ce qu'il y a une jointure entre ce monde-là et celui des Gilets jaunes? Alors en partie, le monde de la logistique était assez présent sur les ronds-points. D'ailleurs, vous voyez, ces ronds-points, c'est les ronds-points souvent qui commandaient l'accès aux zones commerciales ou aux zones logistiques. Les Gilets jaunes ont essayé à plusieurs reprises de bloquer des entrepôts Amazon parce qu'ils savent très bien, comme ils travaillent souvent dans ce secteur, que c'est le nouveau nerf de la guerre économique. On a vu ces fameuses palettes qui ont servi un peu à tout dans ce mouvement, notamment à se construire des cabanes. La palette, c'est quand même l'emblème de l'économie de la logistique. Et puis, certains journalistes parisiens, à l'occasion de la crise des Gilets jaunes, ont découvert le métier de cariste, celui qui conduit le Fenwick. Le Fenwick, et il y a le permis CACES, le CACES qui permet d'avoir... voilà. Je pense aussi, je rebondis sur ce qui vient d'être dit, ce qui est tout à fait pertinent, le fait que le rapport au travail ne soit pas forcément le même dans ce secteur et que toute une partie de la population qui il va y chercher un emploi peut y être sur des périodes de courte durée. On le voit alors bien évidemment dans le Dunkerquois, mais on le voit aussi en région parisienne avec notamment une main-d'œuvre qui est issue, comme on dit pudiquement, des quartiers, qui est peu diplômée et qui va pouvoir trouver dans ce type de secteur d'activité un emploi qu'elle ne trouverait pas forcément ailleurs. Donc il y a un certain nombre d'utilités au développement de cette économie logistique, mais il faut être aussi conscient des limites. Et puis dernier point, on a aussi un principe de réalité, c'est-à-dire qu'on le veuille ou non, ce secteur va se développer. Alors, on a parlé jusqu'à présent de ceux qui sont sur site, si je puis dire, mais vous avez tous ceux qui livrent, qui font la livraison du dernier kilomètre. Vous avez toutes ces petites camionnettes blanches qui pullulent maintenant partout. Et quand vous regardez les chiffres, on parlait de pêcheurs.com, quand vous regardez les chiffres de la FEVAD, qui est le secteur professionnel de la vente à distance, on a une explosion du chiffre d'affaires. Donc il y a des nouveaux métiers, il y a un nouveau rapport au travail, il y a de nouvelles cultures qui sont en train de se développer dans tous ces territoires.
Il y a aussi la question de l'acceptabilité sociale de ces activités. Amazon et de ces implantations. Oui, de ces implantations, pardon. Amazon est tout de même quand même assez décrié. On voyait il y a encore quelques années les collectivités se livrer quand même à une sorte de guerre des territoires pour obtenir des plateformes Amazon. Aujourd'hui, il y a quand même des oppositions très fortes, notamment dans la région du pont du Gard, avec des associations écologiques qui montent au front. Moi, je serais tenté de dire que là, on voit bien. Alors, ça se fait surtout sur Amazon, qui est une entreprise pas comme les autres, qui est très chargée aussi symboliquement et politiquement aujourd'hui. Il y a eu des appels au boycott du Black Friday. Je pense qu'une foncière qui fait dans l'immobilier logistique, elle s'implante sans le susciter de levée de bouclier. Amazon, c'est quand même assez sulfureux aujourd'hui pour une partie de la population, avec une attitude un peu schizophrénique, parce que les mêmes peuvent aussi commander le soir quand ils rentrent chez eux. Je rappelle qu'il y a 30% de la population française qui commande au moins une fois par mois sur Amazon. Et puis, deuxième point, tous les territoires ne sont pas forcément en mesure de pouvoir faire la fine bouche, je puis dire. Et n'en déplaise, c'est pas pour contredire ce qui a été dit, mais il faut certes avoir des réserves foncières, mais vous avez parlé du pont du Gard, on a aujourd'hui une levée de bouclier contre Amazon dans la périphérie nantaise et rennaise, mais eux, ils ont une économie métropolitaine, ils ont quasiment le plein emploi, ils ont un taux de CSP+, qui est très supérieur à la moyenne, et il y avait des articles intéressants, notamment qui mettaient en regard ces réactions-là à Nantes, versus ce qui se passait du côté d'Amiens ou du bassin minier, où il y a des sites Amazon de taille plus modeste qui se sont implantés et où les salariés eux-mêmes ne comprenaient pas ces réactions en disant voilà, le métier est peut-être dur, mais il est moins dur que nos pères ou nos grands-pères qui descendaient au fond. Et aujourd'hui, il faut bien vivre, et on voit bien quand on manipule tous les colis qui sont livrés qu'une part très importante de la population recourt à ce type de service. Donc oui, c'est vrai, il peut y avoir des oppositions locales parfois, mais ce n'est pas le fait de tous les territoires. Je voudrais aborder le troisième temps de notre échange qui porte sur la Plaza majoritaire. Plaza du nom de Stéphane Plaza, l'animateur. Pas de l'hôtel de luxe. Non, on avait bien compris. On avait bien compris du nom de Stéphane Plaza, animateur de télévision. C'est le modèle évidemment du pavillon avec le jardin, le garage, le barbecue, peut-être parfois le chien et la piscine, hein, dites-vous. Voilà la piscine. Oui. Ghana, et la piscine, dites-vous dans votre ouvrage. La France détient le record d'Europe, hein, je crois. Alors, c'est le deuxième pays au monde après les États-Unis en nombre de piscines privées. 3 millions de piscines semi-enterrées, enterrées ou autres. Et réchauffement climatique aidant. Ça arrive même à Dunkerque. Ouais, parce que l'eau de mer est suffisamment chaude pour pouvoir se baigner. Donc ces maisons individuelles allient le confort et la tranquillité. Elles sont plébiscitées depuis les années 70 par les Français. 3/4 des Français plébiscitent ce modèle-là. Mais on a la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, qui a déclaré au mois d'octobre que c'était un non-sens écologique, économique et social. On a en particulier un dispositif, le zéro artificialisation nette, le ZAN pour les intimes, qui vise quand même à limiter ce modèle-là. Comment se joue un peu cette forme d'antagonisme? Et puis, question complémentaire sur la phrase d'Emmanuelle Wargon, on comprend les considérations écologiques, mais est-ce qu'il n'y a pas parfois un peu une sorte de mépris de classe vis-à-vis de ce modèle-là? Alors ça a été très clairement reçu comme ça c'est clair. Voilà. Et ce que vous disiez sur l'attrait de ce modèle, donc c'est pour ça qu'on a fait un modèle majoritaire, ne se dément pas dans la population. Il a même été renforcé avec le Covid. C'est-à-dire que plus que jamais, on veut, à Ghana ou ailleurs, le morceau de jardin, le morceau de verdure, de quoi respirer. Regardons en région parisienne, on a beaucoup parlé de l'exode urbain, le fait que les Parisiens quittaient pour aller s'installer peut-être à Dunkerque, mais encore plus certainement sur le littoral atlantique, mais de manière plus silencieuse. Ce qui s'est passé, c'est que beaucoup qui étaient en première ou deuxième couronne sont passés en troisième ou quatrième couronne pour avoir plus grand, pour avoir le pavillon avec jardin. Alors ça s'observe en Île-de-France, mais ça s'observe partout en France. Et donc ce modèle, encore une fois, est plus que jamais plébiscité. On est aussi dans une société qui est très individualiste, et c'est ce que Vincent Cockbert a appelé la civilisation, la société du cocon. C'est-à-dire que face aux mutations, aux crises, aux risques, aux menaces diverses et variées, eh bien, on investit plus que jamais, investir dans tous les sens du terme, son lieu de vie,
voyez, alors on rend hommage à l'agent immobilier le plus célèbre de France, mais vous avez également toute une autre série de programmes télévisés sur l'embellissement de votre logement, sur comment on peut améliorer la décoration, on regarde les émissions sur les jardins. Et donc tout ça pèse énormément dans nos imaginaires et dans la vie tout court de nos concitoyens. Alors, on comprend bien évidemment les propos de la ministre du Logement sur la soutenabilité, comme on dit en bon français, de ce modèle-là à long terme, parce qu'on dit pour aller trouver du foncier à des prix raisonnables, il faut s'éloigner de plus en plus du cœur des grandes métropoles. Et donc là, vous avez la bombe à retardement des Gilets jaunes. Hein, on parle dans notre livre notamment d'essayer de comprendre pourquoi Bordeaux a été un des épicentres de la crise des Gilets jaunes. C'est parce que c'est un des endroits où la métropolisation s'est faite le plus à marche forcée et où les populations modestes, quand elles voulaient accéder à un logement horizontal, parce que souvent on dit parfois elles ont été chassées des cœurs des grandes villes. Si vous voulez rester dans l'habitat vertical, de l'habitat collectif, vous avez la possibilité d'y rester. Mais il y a cette aspiration à, et donc on est envoyé de plus en plus loin. Quand on est dans une métropole comme Bordeaux, ou un territoire comme la Gironde, où le maillage ferré est assez peu dense, contrairement à ce qui se passe par exemple à Nantes, tout passe par la voiture. Donc il y a effectivement un problème de soutenabilité économique et sociale, et puis environnementale. Le problème, c'est que dans nos imaginaires et nos mentalités, c'est très fortement ancré, et aller contre cette aspiration-là de la population, ça risque d'être compliqué. Pendant des années, cette aspiration a plus été relayée par certains élus locaux qui disaient on va faire sauter 1 ou 2 champs de betteraves ou de blé à la sortie, on va le rendre en zone constructible. Ça va être des jeunes ménages qui vont venir s'installer, donc nos commerces vont en profiter, l'école va être sauvée. Les anciens agriculteurs, ils feront une bonne opération au passage parce que les terrains sont devenus constructibles et tout le monde y trouve son compte. Il y a une phrase qui était très souvent prononcée dans la France des années 70, 80, 90, elle l'est un peu moins, mais on l'entend encore beaucoup. C'est la phrase « on a fait construire, j'ai fait construire » ou des parents d'un certain âge qui parlent de leurs jeunes enfants qui se sont installés en disant « ils ont fait construire », comme si c'était l'aboutissement d'une vie, c'est-à-dire avoir la maison à eux, qu'on a, encore une fois, fait construire. Ce rêve-là, il est encore très très présent aujourd'hui dans la société française. Et donc, toute la question de comment on densifie les zones bâties et autres, notamment en zone urbaine, ça pose un certain nombre de défis. Et il y a une question aussi d'acceptabilité de la part, entre guillemets, du consommateur, c'est-à-dire ce qu'il va acheter ou pas ce modèle qu'on lui propose. Sébastien Martin, à Chalon-sur-Saône et dans les communes environnantes, comment vous conciliez ces aspirations à ce qu'on pourrait appeler le rêve pavillonnaire avec une bonne gestion de l'urbanisme, de sobriété foncière, parce qu'on voit des pavillons quand même aussi parfois vieillissants, des friches, ça évolue beaucoup, hein, ce marché du secteur pavillonnaire. C'est fini le pavillon, on avait le garage au rez-de-chaussée, ça les gens n'en veulent plus par exemple. Vous voyez, la phrase dont vous avez parlé tout à l'heure de la ministre, sur laquelle elle est revenue après, elle est le symbole de la nécessité finalement de décentraliser totalement cette politique de l'habitat et du logement. Nous considérons qu'aujourd'hui, on peut peut-être garder un ministère du logement, mais réduit à sa portion congrue. Les vraies politiques de l'habitat, on doit les mener sur les territoires. Bien sûr qu'on doit se fixer des objectifs de sobriété foncière. C'est une évidence parce que il y a effectivement des limites à ce modèle-là, d'amener les réseaux toujours plus loin, d'aller charger les poubelles toujours plus loin, de faire en sorte que les gens soient obligés finalement d'utiliser toujours leur voiture. Bien évidemment, tout ça a ses limites. L'artificialisation des sols, à un moment, il faut quand même qu'on m'explique comment on fait pour avoir à la fois l'objectif d'indépendance alimentaire et donc de développer l'agriculture, de maintenir l'agriculture, si on bouffe tout le foncier agricole. Il y a un moment, si on bouffe tout le foncier, on n'aura plus rien à bouffer. Donc je crois qu'aujourd'hui, nous on a plaidé pour des autorités organisatrices de l'habitat, dans un cadre qui doit être défini bien évidemment, mais parce que les élus ont les enjeux de maîtrise de la politique de l'habitat sur leur territoire, qui sont très différents de la vision parisienne, qui n'a qu'une vision des territoires très tendus, et qui a du mal à appréhender les territoires moins tendus. Donc on a bien sûr qu'il faut faire beaucoup de choses dans les territoires tendus. Il y a des enjeux de construction à mener, il y a des enjeux d'accès au logement social qui sont extrêmement forts. Mais sur la consommation foncière, on voit bien que c'est plutôt dans les territoires moins tendus que se pose le sujet. Et aujourd'hui, la maison individuelle reste une aspiration.
bien évidemment. Mais elle connaît aussi parfois ses faiblesses. Nous lançons, on a mis en place un programme d'intérêt général pour accompagner des lotissements pilotes pour se transformer, pour se rénover. Parce que nous avons dans ce pays une vision uniquement de la construction neuve, de faire construire, mais il y a aussi tout un tas d'endroits où nous voyons apparaître des friches de lotissement, des maisons qui ne trouvent plus preneur, ou des maisons qui partent à l'abandon, avec ces fameuses maisons sur sous-sol dont on parlait tout à l'heure, qui posent un problème par rapport au vieillissement de la population parce que tout se trouve au premier étage, des maisons qui ont été construites à une époque où les normes thermiques n'étaient vraiment pas les normes d'aujourd'hui. On a des enjeux aussi dans les communes, je vois des communes rurales où il se passe exactement la même chose que ce qui s'est passé dans les villes. C'est-à-dire les villes ont eu une paupérisation, une désertification de leur centre-ville au profit de la première couronne. Vous avez des communes rurales qui ont une désertification, une paupérisation de leur centre-bourg au profit de lotissements de périphérie. Et donc on a un parallélisme finalement entre ce qui se passe dans des villes et dans les communes rurales qui sont toutes les deux liées quand même à un phénomène où la solution à l'habitat, c'était on ouvre un terrain, on fait un lotissement. Je pense que bien évidemment, on a la nécessité de répondre à une offre neuve parce qu'elle stimule le marché de l'immobilier sur un territoire, mais on doit aujourd'hui se poser beaucoup plus fortement qu'avant la question de la reconfiguration, de la rénovation des logements. Et ça, il faut donner aux élus locaux les moyens beaucoup plus forts d'agir. Nous, on a défendu l'idée que MaPrimeRénov' devait être décentralisée auprès des élus locaux parce que dans nos territoires, on met en place des plateformes d'accompagnement à la rénovation thermique des logements où on fait des bouquets de travaux qui sont beaucoup plus intéressants que ce qui est fait avec MaPrimeRénov', où on a constaté que MaPrimeRénov', dans 90% des cas, c'est uniquement le remplacement de la chaudière et pas du tout des travaux d'isolation, des changements d'huisserie et tout ce qui fait qu'on baisse considérablement la consommation énergétique. Véronique Pouzadou, vous êtes en zone agricole, en zone de vignoble, hein, même à Saint-Pourçain. Si bien qu'en Bourgogne. C'est moins cher. en zone de vignoble, mais vous avez aussi des agriculteurs qui ont envie, une fois leur retraite venue, de vendre leurs terres pour arrondir justement leur retraite. On sait que des élus locaux ont favorisé ce mouvement-là. Vous avez envie de développer des activités économiques. Comment vous articulez toutes ces considérations-là avec un marché de l'immobilier quand même très, très dynamique? Même les ruines sont rachetées chez vous, vous m'avez dit. Oui. Moi, je pense qu'il ne faut pas être schizophrène. On ne peut pas tout avoir tout de suite, ce qu'on n'a pas su faire pendant 30 ou 40 ans. Moi, je comprends le couple qui a économisé toute sa vie, qui a un terrain, qui le partage en deux parce qu'il a 2 enfants, et qu'aujourd'hui, je vais le voir, je vais dire, monsieur, madame, là, c'est constructible, et puis pour votre 2e fille, c'est plus constructible. Parce que c'est ça aujourd'hui, quand on voit. Ça, voilà. Il faut comprendre aussi la psychologie humaine, et puis laisser faire des choses. Après, il faut comprendre aussi l'agriculteur. Alors, tous n'ont pas forcément envie de vendre, mais bon, je crois qu'il y a un problème de prix et de prime. Hein. Et je pense que le côté agricole doit être complètement revalorisé. Parce qu'aujourd'hui, oui, alors aujourd'hui, c'est surtout du photovoltaïque qu'on souhaite mettre sur les terres agricoles. Donc, nous, on est un peu opposés parce que voilà, nos terres agricoles, c'est notre plus-value, notre territoire. Et je pense que la souveraineté alimentaire, quand on aura compris ça, on aura résolu pas mal de problèmes en France. Donc, il faut pouvoir préserver. Nous, exemple tout court, sur notre schéma de cohérence territoriale, notre SCOT, on demande plus 0,36 d'augmentation de population à 15 ans. Ça ne semble pas démentiel. L'État me dit non, c'est trop. Donc en fait, moi, on me met sous cloche et puis je ne fais plus rien. Donc quand je suis à 0,36, ça veut dire qu'à Ghana, je suis sur une construction maximum de 10 à 15 logements par an. Ce qui n'est pas énorme, vu que ça correspond à peu près à ce qu'il faut dans Médon Creuse pour continuer sans aller élargir. Il faut aussi nous donner d'autres moyens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait qu'on a de l'habitat qui ne correspond plus à la population. Donnons-nous les pouvoirs de déconstruire. À un moment donné, il faut aussi déconstruire en cœur de ville, déconstruire en centre-bourg, parce que l'offre, elle correspond plus du tout à ce que veulent les personnes. Et parce que si on veut adapter le logement dans nos centres-villes, il faut aussi accepter que nos communes cartes postales, qui sont magnifiques comme elles sont faites, et peut-être qu'il faut qu'on crée la carte postale dans un siècle et que c'est maintenant qu'on la crée et qu'il faut se faire confiance aussi. Donc je rejoins assez le côté faites-nous confiance élus locaux à la transformation. Faites-nous confiance parce qu'on sait qu'on ne va pas étendre les choses. C'est fini cette politique. Mais donnons-nous les moyens de cette transition en l'accompagnant pour aussi amener notre population
en montrant que tout n'est pas que contrainte dans la manière de faire et d'être. Ça, c'est un peu les premières choses que je veux dire. Nous aussi, on sait qu'on est limité en termes de population, pour une bonne chose, parce que l'exode urbain qui vient en ruralité, oui, on le voit, les gens achètent. Après, comment on en parlait tout à l'heure, comment on va accueillir cette population? Est-ce que cette population va rester? Est-ce qu'elle a les moyens de transformer les choses? Moi, j'ai mes quelques doutes. Alors, quand c'est des catégories socio-professionnelles pour préparer leur retraite qui investissent, il n'y a pas de problème. Quand c'est des problématiques de plus jeunes personnes, je suis inquiète dans le sens où le prix du carburant augmente et qu'on est dans des territoires où tout est voiture. Donc, je pense qu'il faut quand même qu'on accompagne ce changement d'habitude et cette délocalisation pour savoir comment notre population ne fait pas des nouveaux pauvres en ruralité. Voilà, moi, c'est un peu mon inquiétude du moment. Merci beaucoup. On reviendra dans la toute dernière phase de notre échange sur cette question clé de la voiture. Patrice Vergrit, on a vu beaucoup de zones pavillonnaires se construire sous l'égide des élus locaux, de manière à maintenir une école, une activité sociale dans une commune, mais parfois un certain nombre d'infrastructures n'ont pas suivi. Je pense en particulier au transport. Est-ce que les élus locaux, enfin je ne parle pas de vous en particulier, mais n'ont pas un examen critique aussi à faire sur la façon dont l'urbanisme a pu être pensé depuis une quarantaine d'années? Tout le monde a été complice de la fabrication de la France de l'automobile, de l'État et au plus haut niveau de l'État jusqu'aux élus locaux, ruraux comme urbains. Effectivement, ça finançait la retraite des agriculteurs, ça permettait de régler le problème de l'habitat, ça sauvait une école ici. Tout le monde a été complice. Mais j'ai envie de dire, c'était la fabrication de la France de l'automobile. On avait l'automobile, donc ça réglait. Aujourd'hui, pourquoi il y a un problème? Pour 3 raisons. Parce qu'on a découvert en fait que l'automobile avait 3 vices. Le premier vice, il est souvent évoqué, c'est la question environnementale. Évidemment, il y a une problématique écologique. Le deuxième vice, il est rarement dit, et pourtant il est extrêmement compliqué, c'est l'argent. L'automobile, c'est très cher. Vous savez combien les Dunkerquois dépensent par jour en carburant? 500 000 euros. 500 000 euros par jour dépensés en carburant à Dunkerque. Vous comprenez pourquoi Neymar, Messi sont au PSG maintenant. Donc, effectivement, la voiture coûte... J'ai mal à faire le lien, excusez-moi. Le Qatar. Le car, oui, pardon. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il fait dans ce Mbappé, à votre avis? Oui, bien sûr. Pourtant, j'ai regardé le match hier soir. C'est bien, il a gagné. Donc, il joue en France. Et puis, le troisième vice, c'est la problématique de la cohésion sociale. Parce que, mine de rien, le lien social, c'est pas que ce qu'on appelle dans le débat sur l'étalement urbain, le lien social du barbecue. C'est aussi le sentiment d'appartenance à une communauté plus vaste. Et aujourd'hui, cette périurbanisation, elle a aussi fait perdre ce lien social. Donc la fabrication de la France de l'automobile, on arrive à ça, on arrive à ses limites. Donc tout le monde a été complice, on est là. 3 vices, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Moi, je partage ce qui a été dit. 1, je ne crois pas aux normes nationales, ça ne marche pas. Sébastien a raison, l'intelligence territoriale, on le revendique tous, qu'on nous fixe un objectif en disant comment vous allez régler des problématiques de consommation foncière, comment vous allez régler les problèmes de moins d'automobiles. Moi, j'ai multiplié par 2 en 3 ans la part du transport public dans les déplacements à Dunkerque. J'ai fait le transport public, j'ai rénové mon transport public gratuit, exactement. Et x2 en 3 ans. x2 en 3 ans. Comme quoi, on a des solutions. Mais c'est des solutions qui sont adaptées au territoire. Je ne sais pas si Sébastien aurait le même résultat à Chalon, sans doute pas. Je savais que c'était la bonne formule pour mon territoire. Et je peux continuer à le faire. Sur l'artificialisation, je peux aller reconquérir des friches pour pouvoir artificialiser à un autre endroit. Laissez faire les élus locaux. Arrêtez de fixer des normes. Parce qu'on arrive à discuter des 0,36, des 0,40. C'est plus le problème. On doit maintenant avoir un projet de transformation profonde des territoires fondé sur une intelligence territoriale et sur des objectifs partagés. Et c'est ça qui ne va pas aujourd'hui. On étouffe de normes, on étouffe, j'ai envie de dire au niveau local, de quelque chose qui chaque semaine, mais les élus locaux sont là, ils pourraient vous le raconter, chaque semaine, on est en train de débattre intelligence versus normes. Toutes les semaines, ça nous arrive. Pour construire cette France nouvelle, qui n'est plus la France de l'automobile, qui est la France du pouvoir d'achat, qui est la France de la transition énergétique et écologique, il faut faire confiance aux élus locaux et partir sur un projet et du coup développer les outils qui nous permettront de régler ces problèmes-là. Et on peut le faire, on peut rendre la ville plus attractive, je vous le garantis. Juste pour terminer, le secteur peut-être le plus prisé en termes d'immobilier à Dunkerque, le secteur le plus dense, il n'y a que des maisons individuelles à Dunkerque.
et c'est le plus dense de l'agglomération. Comme quoi, la forme urbaine n'est certainement pas forcément liée au collectif, aux bars, autour, comme un imaginaire s'est construit. Laissons faire les élus locaux et on saura attirer des gens dans la ville. Jérôme Fourquet, est-ce que vous croyez à la France nouvelle de Patrice Vergriete? Parce que la France de l'automobile, elle fait quand même de la résistance. Alors, oui, elle fait de la résistance, et quand on a dit tout le monde était complice, je pense que les citoyens et les consommateurs aussi. C'est-à-dire que tout le monde a adhéré très majoritairement à ce modèle qui nous était proposé. On a tous été acteurs de tout cela. Donc ça veut dire aussi revenir sur nos propres... on peut parler du poids des lobbies, tel ou tel, mais je pense qu'il y a un frein qui est très très puissant. C'est nos habitudes très ancrées, très enracinées. Donc comment on arrive à faire bouger ça? L'espèce humaine est ainsi faite que souvent on se défait de certaines habitudes sous la contrainte. Et donc là, il y a quand même une contrainte en termes de soutenabilité économique. Hein. On voit bien à 1,80 le litre, comme on dit souvent, ça commence à piquer quand même beaucoup pour une partie de la population. Alors encore faut-il, parce qu'à Dunkerque on est transport gratuit, mais à Ghana, c'est pas la même histoire. Mais donc il y a quand même cette contrainte financière et économique qui pèse, donc il va inciter quand même les gens à regarder à deux fois. Je pense que vous avez sans doute aussi analysé, peut-être mis en place des politiques plus actives en termes de covoiturage, hein, des aires d'accueil, des plateformes où on puisse échanger. Donc là encore, ça se fait au plan local. Et puis il y a une deuxième contrainte qui va être une contrainte environnementale que tout le monde ressent bien. Et donc je cite souvent cet exemple des territoires viticoles où les gens de mémoire familiale savent bien qu'il y a encore 25 ou 30 ans, on commençait à vendanger un mois plus tard qu'aujourd'hui. Donc les gens voient bien concrètement. Il n'y a pas, comme aux États-Unis, un camp climato-sceptique extrêmement puissant, extrêmement organisé. Il y a juste une grande majorité de la population qui constate ces effets de ce réchauffement climatique, mais qui peine à se mettre en mouvement. Et je pense que les élus, avec une intelligence, j'allais dire, ancrée sur les territoires, peuvent être les bons promoteurs, parce que beaucoup de Français, on le voit nous dans nos sondages, disent oui, on est conscient, il y a comme certains disent, il y a ce mur écologique qui nous arrive dessus, mais parfois on est tenté de se replier sur le cocon et sur notre pavillon, parce que l'ampleur de la tâche est telle que les bras nous en tombent en fait. Et c'est, je pense, le rôle des élus de dire, il y a des solutions, bien évidemment, il y a des batailles à mener au plan commercial et réglementaire au niveau mondial avec la Chine, etc. Parce que si la Chine s'y met pas, on n'est quand même pas, on n'est pas rendu. Mais au niveau local, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Moi, je suis très sensible à ce que vous dites sur la prime rénov, par exemple, en disant la collectivité a passé au crible les pratiques commerciales et comment dire, et la qualité des prestations de toute une série d'artisans du bâtiment du territoire. Il y a le tampon de la communauté de communes ou de la communauté d'agglo, donc vous pouvez y aller. Il y a le bouche à oreille qui fonctionne. Il y a un bureau à la mairie ou à la Comcom qui s'occupe de ça, qui vous aide si vous êtes un peu fâché. C'est comme ça que ça marche. Et c'est comme ça. Et donc je pense que c'est aussi pour ça que les élus locaux sont ceux en lesquels nos concitoyens ont encore le plus confiance. Mais donc là, il y a une belle opportunité sur comment on accompagne les sociétés locales dans leur transition écologique. Et effectivement, comment on arrive aussi à desserrer le carcan des normes nationales. Est-ce que c'est si facile d'accompagner les Français dans ces transitions? Parce que je prends pour exemple les zones à faible émission, c'est-à-dire à horizon de 2025, 70% du parc automobile actuel, c'est-à-dire des voitures anciennes, des voitures diesel, ces voitures-là seront interdites dans le cœur des grandes agglomérations de plus de 150 000 habitants. C'est-à-dire que ça concerne quand même beaucoup de territoires français. Ça, c'est passé par la loi. Quand on demande aux Français ce qu'ils en pensent, je crois que près de 70% des Français sont opposés à ces mesures, à des mesures de ce type-là. Donc comment faire en sorte que les mesures écologiques ne passent pas pour une forme, je dirais, de despotisme éclairé, en quelque sorte? Bon, alors là, il y a plusieurs problèmes. Déjà, il y a un clivage entre les territoires qui vont appliquer cela et les principaux populations avec qui vous, vont le subir, parce qu'en général, les vieux modèles diesel, ils sont pas localisés dans le cœur des métropoles, ils sont plutôt dans la 4e ou la 5e couronne. Donc on recrée quelque part la barrière de l'octroi, avec des métropoles écrins, et on dit bon voilà, la population périurbaine là, qui pollue, etc., on n'en veut pas chez nous. Donc ça, il faut faire très attention, parce que c'est là aussi c'était un des ingrédients de la crise des Gilets jaunes.
Après, encore une fois, sur la prime rénov', il faudra bien évidemment des politiques publiques qui vont accompagner ces transitions pour faire baisser la facture énergétique. Alors c'est soit le carburant que vous mettez dans la voiture, donc comme on accompagne les publics à changer de modèles de voiture pour des modèles qui sont moins polluants, donc tout ça, ça a des coûts, mais aussi sur toute la facture énergétique du logement qui est énorme. Et donc en disant, voilà, dans votre facture énergétique, ben, on va durcir les critères sur la voiture, et donc il y aura un effort à faire de votre côté, mais de manière globale, on a une collectivité locale qui s'engage à vous accompagner sur le fait que vous diminuiez le prix de tout ça. Alors, on a parlé de la France de la voiture. Le modèle de la France de la voiture, ça a été aussi dans les années 70 et 80 le modèle de la France de l'électricité. Parce que toutes ces zones périurbaines, avec ces lotissements, la plupart sont chauffés à l'électrique. Et donc là, il y avait des lobbies très très puissants. On a construit Gravelines et d'autres centrales nucléaires où on a tiré des câbles et les lignes à haute tension. Et donc il y a cette France de l'électricité qui se chauffe aujourd'hui dans des passoires thermiques. On est en campagne électorale, donc le prix de l'électricité a été mis un peu sous cloche, mais tout ça va exploser demain. Et donc comment on accompagne dans ces territoires? Et donc je pense que là, encore une fois, c'est les élus qui savent comment tout ça fonctionne. Sébastien Martin, est-ce que vous considérez qu'on vous transmet la patate chaude ou est-ce que c'est vraiment pour vous un défi assez exaltant, ces transformations ou les deux à la fois peut-être? Non, mais je crois que nous, on le demande. On est une association d'élus responsables et on ne demande pas tout. Je ne dis pas... Aujourd'hui, vous savez, il y a un débat sur la question de la décentralisation. Qu'est-ce qu'on peut encore vraiment décentraliser? Parce que tout le monde dit, oui, allons-y, décentralisons. Puis quand on commence à rentrer dans le détail... Est-ce qu'on est prêt à décentraliser les écoles? Est-ce qu'on est prêt... Mais jusqu'au bout, l'éducation. Est-ce qu'on est prêt à décentraliser la santé? Mais jusqu'au bout. Pas simplement s'occuper des bâtiments. Donc tout ça pose beaucoup de questions. Mais par contre, sur le logement, sur l'habitat, sur la rénovation thermique, sur finalement tout ce qui est aujourd'hui autour de la transition écologique, franchement, on considère qu'on peut décentraliser. On peut décentraliser et déconcentrer. Il faut que l'État déconcentre beaucoup plus de moyens auprès de l'État dans les territoires, parce que les territoires construisent leurs projets de territoire. Ils ont besoin d'avoir un État à côté d'eux qui soit en proximité, pas dans un bureau au ministère de l'Environnement, mais en proximité, qui dispose de moyens. Et dès lors que l'État, le territoire a son projet de territoire autour de la transition écologique notamment, eh bien il a un interlocuteur en région pour bâtir avec lui les stratégies et mettre en place les moyens financiers. Donc il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas du tout on ne subit pas cela, on le demande. Au contraire, on pense que c'est la solution. Véronique Bouzadou, est-ce que vous partagez cette philosophie? Parce que dans des territoires comme le vôtre, vous pouvez quand même subir un certain nombre d'évolutions. On parle beaucoup d'intelligence territoriale, d'alliance entre les territoires, mais sur ces sujets-là, est-ce qu'il y a vraiment un dialogue constructif avec les métropoles, les grandes agglomérations qui vont mettre en place ces zones? Ça paraît quand même pas si évident que ça. Non, ça paraît pas si évident que ça. Après, la force de l'intelligence de nos territoires, c'est que moi, je sais que je suis petite. Le territoire d'à côté, il sait qu'il est petit. Donc, par exemple, sur ma prime rénov', nous, c'est au niveau départemental qu'on organisé. C'est-à-dire que tout le département de l'Allier fait les choses avec les Comcom, les COP d'Aglo, parce qu'on sait que tout seul, on n'y arriverait pas. Nous, on a deux problématiques. On a une problématique d'ingénierie dans nos territoires ruraux. Et je parle en ingénierie, moi, dans ma Comcom, mais surtout une ingénierie étatique. Et là, je rejoins Sébastien, c'est qu'aujourd'hui, il faut que les gens qui pensent les choses viennent vivre sur nos territoires et viennent nous accompagner et accompagner nos populations sur pratico-pratique. Comment on fait ? Il faut être à nos côtés. Et là, pour le coup, les collectivités, on est seuls. Et je pense qu'il faut cette déconcentration aussi de cerveau pour qu'on puisse nous accompagner. Ça, c'est la première chose. Sur la deuxième chose, il est vrai qu'on peut subir. J'ai envie plutôt d'avoir un message d'optimisme. C'est que, voilà, on est à 360 degrés. On dialogue avec les métropoles. Nos populations vont les subir. Et bien, à nous d'apporter cette transition et peut-être d'avoir une vraie différenciation au niveau de l'État. Comment on voit un territoire rural, le territoire dunkerquois avec son transport en commun, que lui il peut le faire, moi je ne peux pas le faire. Donc comment on accompagne nos populations? Notre population, elle n'est pas une et unique. Et pour la faire vivre, j'ai envie de dire, à manière égalitaire sur le territoire, il faut des politiques différenciées.
Patrice Vergret, je suppose que vous partagez le propos après votre charge contre les normes. Oui, évidemment, sur ces questions de décentralisation, il faut aller aujourd'hui beaucoup plus loin, d'autant plus que c'est la conclusion de ce qui a été dit. C'est des solutions différenciées suivant les territoires qui permettront de répondre à cet enjeu-là. Donc, effectivement, je partage très largement. Ça me faisait penser à un certain nombre de choses que j'avais évoquées avec vous en aparté de l'émission. Un certain nombre d'agglomérations en Allemagne, aux Pays-Bas aussi, je crois, avait fixé une règle d'urbanisme assez claire. On ne peut pas urbaniser à plus de 500 mètres d'une station de transport public avec une fréquence de desserte suffisante, par exemple 10 minutes ou 20 minutes, etc. Cette règle-là, ça a donné par exemple la ville de Münster, aujourd'hui en Allemagne, 50 ans après. Vous avez à peu près 35% de part modale du transport collectif. La voiture, je crois, est aux alentours de 25% de part modale. À Dunkerque, c'est 64%. Voilà. Comme quoi, avec le temps long, avec des stratégies territoriales qui peuvent être à un moment donné actées avec l'État. C'est-à-dire, voilà, on se fixe voilà, dans le territoire qui est le tien. Voilà la bonne stratégie pour arriver à, d'ici 10 ans, d'ici 20 ans, les industriels, ils font ça, 2030, 2050, climatiquement neutre en 2050. Ben allons-y. Nous, à la tête d'intercommunalité, on peut dire, voilà, on passe un pacte avec l'État, on fait moins 30% en 2030 et on fait climatiquement neutre en 2050 et on s'engage sur un objectif, mais vous nous laissez tranquille et effectivement, ce qui se passera à Saint-Pourçain ou ce qui se passera à Châlons ne sera pas ce qui se passera à Dunkerque, mais par contre, à la fin, on fera le compte. Voilà, et les territoires sont différents, donc oui, je partage, et la décentralisation en matière d'habitat, c'est une évidence, qui a été dit sur MaPrimeRénov' est une évidence, une évidence. Si on veut que ce soit efficace, il faut que ce soit au plus près du terrain. Jérôme Fourquet, un mot de conclusion. Donc on voit bien il y a une forme quand même de dialogue de sourds entre les bureaux parisiens et les élus locaux. Est-ce que c'est la marque de ce quinquennat ou est-ce que ça vient de plus loin? Et est-ce que ce sujet-là peut ressortir dans le cadre de la campagne présidentielle? Parce que c'est des sujets finalement qu'on évoque très très peu à ce stade. Oui, alors si on essaie d'être objectif, c'est quand même quelque chose qui vient de très loin. Dans notre histoire politique et culturelle. Est-ce que ça a été accentué sous ce quinquennat? Chacun jugera. On peut juste dire quand même que ce quinquennat a vu l'arrivée aux responsabilités d'une famille politique qui est composée certes d'un certain nombre de transfuges, mais aussi de beaucoup de gens qui n'étaient pas forcément issus du cursus honorum traditionnel. C'est aussi un moment où s'est appliqué à l'Assemblée nationale la fin du cumul des mandats. Et donc, le télescopage des deux phénomènes a fait qu'on a une représentation nationale qui est peut-être, entre guillemets, plus hors sol qu'elle ne l'était historiquement. Et donc, il y avait, dans le modèle français traditionnel, ce côté très jacobin, très centralisé, mais aussi avec un cumul des mandats qui faisait qu'il y avait l'expérience et la voix des territoires qui était portée au plus haut sommet par des gens qui avaient des élus qui avaient la double casquette, députés et maires. Et certains ministres qui avaient fait toute leur carrière en partant d'un fief local. Et donc à chaque fois que vous les rencontriez, vous rencontrez chez moi, dans tel endroit, on fait comme ci ou comme ça. Et donc ils avaient en tête ce phénomène. Est-ce qu'on va en parler? La campagne va être courte maintenant, donc c'est pas évident. Ce qui est sûr, c'est que si on en parle... On a des candidats qui ne correspondent pas tellement au profil que vous venez de décrire. Si on n'en parle pas dans la campagne, ce sujet, qu'on le veuille ou non, va revenir à la surface parce que les problèmes ou les enjeux sont tels qu'on ne fera pas l'économie. Moi, ce qui me touche aussi beaucoup dans ce qui a été dit, c'est à la fois l'idée qu'il y ait un État qui soit très centralisé, mais qui se soit aussi très fortement, j'allais dire, paupérisé et affaibli au niveau local, c'est-à-dire que vous n'avez pas l'ingénierie, etc., en disant... Et donc on a 5 millions de fonctionnaires en France, alors, dont une partie sont dans les collectivités locales, mais à chaque fois qu'on parle avec des élus, à la préfecture ou autre, il n'y a plus personne pour nous donner un coup de main, parce que moi, dans ma communauté de communes, j'ai pas le savoir-faire, ou pour me dépatouiller dans ce maquis administratif, et le préfet n'a plus que quelques collaborateurs, et donc on se demande... Où est passée toute la substance, en fait. Et donc, on a voulu recréer des choses, on a déconcentré avec notamment les ARS. Et alors là, pour le coup, la crise Covid a montré que c'était des institutions qui gagnaient pas forcément
à être connu davantage par le grand public, parce que le jugement a été très sévère. Mais on voit bien qu'il faudra à un moment faire sauter ces verrous, mais qui demeurent très très profonds. Emmanuel Macron avait écrit un livre qui s'appelait Révolution avant son élection. Manifestement, cette révolution dans l'organisation et le dialogue des pouvoirs entre le pouvoir central et le pouvoir local n'a pas encore été menée jusqu'à son terme. Et c'est bien dommage parce qu'on en a plus besoin que jamais pour répondre aux défis qui ont été soulevés au cours de cette discussion. Sébastien Martin, un petit mot de conclusion. Vous allez interpeller les candidats à la présidentielle avec l'association France Urbaine. Je crois que c'est le 22 mars prochain. Qu'est-ce que vous attendez de ce grand oral? Parce qu'aujourd'hui, les thématiques que vous portez ne percent pas tellement dans le débat public. Sans doute leur dire de ne pas faire l'erreur, de ne pas parler de ces sujets et donc d'être à côté de la plaque. Jérôme Fourquet vient de le dire à l'instant. Je crois que les Français ont bien vu au moment et des Gilets jaunes et ensuite de la crise sanitaire qu'il y avait un truc qui marchait pas bien. Ils ont bien vu qu'il y avait un problème général d'organisation ou de fonctionnement du pays. Et le pays a tenu. Hein. Et dans les deux cas, c'est vers les élus locaux qu'on s'est tourné. Ouais. Emmanuel Macron avec son grand débat. Oui. Et ensuite, les Français au moment des masques. Exactement. Donc ils ont bien vu qu'il y avait un truc qui marchait pas. Que l'État n'y arrivait pas, que du coup on venait se tourner vers les collectivités. Après, les Français, leur sujet n'est pas de savoir si c'est l'interco, la commune, la région, le département, qui doit faire quoi. Ils s'en moquent. Mais ce qu'ils veulent, c'est que ça fonctionne. Et ne pas s'intéresser à l'organisation institutionnelle au sens large, qui auparavant était un débat d'experts, mais qui, à mon avis, aujourd'hui, est une préoccupation générale, serait une erreur. C'est pour ça qu'on fait ces interpellations aux candidats, on a présenté un certain nombre de propositions, l'autorité organisatrice de l'habitat, mettre dans France 2030, que vraiment ça soit territorialisé avec territoire d'industrie, tout un tas d'autres sujets, et surtout encore mieux organisé. Je crois qu'il y a la nécessité d'avoir une nouvelle relation avec l'État. Il faut qu'on recrée une conférence nationale des territoires. Il faut qu'on recrée du lieu qui permet d'avoir du consensus sur les enjeux nationaux partagés entre les territoires et l'État. Et il y a aussi qu'on arrive maintenant, la crise Covid a été un élément essentiel, c'est que je trouve qu'elle a permis de bien faire travailler ensemble les niveaux de collectivité. Tous les 15 jours, il y avait des visios avec le président de région, avec le président du département, tout ça. Depuis, tout ça est un peu retombé, honnêtement. Donc je crois que les enjeux des années qui viennent, c'est une nouvelle relation avec l'État et mieux articuler le fonctionnement des collectivités entre elles, sans tourner avec l'éternel débat des compétences. Sortons de cela, travaillons ensemble sur la base de ce qu'on sait faire. Véronique Pouzadou, j'imagine que vous partagez le propos qui vient d'être tenu de votre président. Ah bah heureusement, j'espère. Non, je l'approuve et surtout que, et pour compléter, c'est qu'à Interco de France, nous élus locaux, on travaille ensemble et on fait des propositions. Donc il est vrai qu'aujourd'hui, faut discuter de ces propositions et qu'on soit des territoires complètement divers, on arrive à se comprendre. Donc je ne vois pas pourquoi on n'arriverait pas à faire avancer les choses dans notre mode de dialogue national. Merci beaucoup, Patrice Vergrit. C'est vous qui conclurez notre débat très, très intense. Pour reprendre ce que vient de dire Sébastien, moi je trouve qu'on est arrivé à un moment où on a besoin de dire que notre République, c'est pas que l'État, mais c'est l'État et les territoires. Et il faut assumer le fait que maintenant, il n'y a plus un seul niveau de gouvernement qui est garant de la République. Mais il y en a deux. Voilà, il y a les territoires et l'État. Et moi, je suis vraiment pour qu'on implique complètement les élus locaux dans les politiques nationales. Tout à l'heure, Sébastien, je serai court, Sébastien parlait de l'éducation nationale. Mais à Dunkerque, qui est-ce qui se préoccupe actuellement d'accompagner les enfants dans l'aide aux devoirs gratuits? C'est la commune. Qui est-ce qui s'occupe de essayer de faire que les gamins qui sont en plus en difficulté à la rentrée puissent avoir 15 jours de rattrapage scolaire, etc. C'est la commune. Aujourd'hui, même dans les politiques nationales, même dans les politiques d'éducation, j'aurais pu parler de la sécurité. Aujourd'hui, l'État signe des contrats de sécurité intégrés, police nationale, police municipale. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut que l'État reconnaisse que les élus locaux sont une part de la République, comme l'État. Merci beaucoup pour cet échange que vous pourrez suivre sur le site d'Intercommunalité de France et sur notre site à nous, la Gazette des communes, et dans les pages de la Gazette des communes. Merci beaucoup, merci infiniment. Merci à vous. Merci.